Doamnelor și domnilor, podcast eveniment despre o carte eveniment cu o personalitate extraordinară. Recent, la editura Spandugino a apărut într-o ediție revizuită științific și adăugită de Arman Goșu și Dorin Dobrincu această busolă etică, acest reper extraordinar pentru ceea ce înseamnă o bună înțelegere a comunismului, și anume Cartea Neagră a Comunismului, Crimă, Crime, Teroare, Represiune, volum coordonat de Stefan Courtois. E un mare privilegiu să fim împreună cu domnul Stefan Courtois din nou la podcastul Spandugino, căruia îi mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi împreună cu noi. Thank you very much. Hello again. Bonjour. It's a great pleasure and a great honor to have this conversation together. My first question is this one. The Black Book of Communism. What is written on the birth certificate of this book? How I started, actually. You know, c'est un livre que je n'avais pas du tout prévu d'écrire, y compris mes collègues, puisque c'est toute une équipe qui a fait ce livre. Simplement, un jour, un éditeur m'a téléphoné. Il m'a quasiment convoqué dans son bureau, sans me dire pourquoi. Et une fois que j'étais dans son bureau, il m'a dit, voilà, je veux que vous fassiez un livre sur les crimes du communisme. Bon, j'étais évidemment totalement stupéfait. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et il a fallu... je ne lui ai pas donné de réponse, d'ailleurs. Je lui ai dit, oh là 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 là. Et je lui ai dit, mais les crimes du communisme, où ça? Dans le monde entier. Ah bon? Vous vous rendez compte, alors? La Russie, la Chine, la Corée, le Vietnam, le Laos... C'était... J'avais la tête à l'envers, pour dire les choses. Et donc, je n'ai pas donné de réponse tout de suite, parce que ça me paraissait invraisemblable sur le plan intellectuel et impossible sur le plan historique. Bon. Et puis finalement, au bout de 2 semaines de réflexion, je me suis dit que oui, il y avait probablement quelque chose à faire, surtout qu'on était en 1996 et que déjà les archives s'ouvraient à Moscou. Moi, j'avais été à Moscou en 92, 93, 94, et d'autres collègues français que je connaissais bien étaient à Moscou aussi. Et évidemment, on échangeait et tous les jours, on voyait des archives incroyables qui sortaient, là. Donc voilà, bon. Donc à un moment donné, je me suis dit, bon, il faut bien que quelqu'un se jette à l'eau. Il faut bien que quelqu'un commence le travail. Bon. Et donc voilà, j'ai finalement accepté. Et puis à partir de là, il a fallu constituer toute une équipe avec des spécialistes. Parce que moi, je ne suis pas spécialiste de l'URSS. Donc il fallait un spécialiste de l'URSS, il fallait un spécialiste de la Chine, du Cambodge, un spécialiste de l'Europe centrale, un spécialiste de l'Afrique, Cuba. Enfin voilà, bon, tous les endroits du monde où le communisme avait pris le pouvoir. Et puis pas seulement, parce qu'il fallait aussi s'occuper de tout le travail de subversion que le Comintern, l'international communiste, avait mené pendant toutes les années 20, 30 et une partie des années 40 dans le monde entier, avec des insurrections, des attentats. Par exemple, le fameux attentat de la cathédrale de Sofia, où les communistes, en 1925, ont fait sauter la cathédrale. Bon, quand même des choses incroyables. Donc voilà, il fallait aussi traiter de tout ça. Mm-hmm. How did this book cut the French intellectual world in 2 parts? Alors le monde intellectuel a été stupéfait de recevoir ce pavé dans la figure, évidemment. Alors évidemment, d'un côté, tous ceux qui étaient très à gauche, y compris dans l'université, bon, les gauchistes, trotskistes bien sûr, etc., les communistes orthodoxes bien sûr, mais aussi toute une partie des socialistes, bon, mais même à droite, à droite, il y avait des gens qui étaient aussi très surpris quand même, parce que dans la droite française, il y a toute une espèce de mythologie de la Grande Russie, l'URSS et la suite de la Grande Russie.
Alors, comment est-ce qu'on peut dire des choses comme ça? Bon, et il fallait, dans la droite française, qui est très gaulliste, évidemment, il y avait toujours le souvenir que le général de Gaulle était allé rencontrer Staline à Moscou. Le général de Gaulle avait parlé de la belle et bonne alliance avec la Russie. Donc voilà, ce livre perturbait à peu près tout le monde. Hein, c'était et là j'ai pu voir quels intellectuels étaient courageux. Ceux qui me saluaient, et quels intellectuels étaient tout à fait lâches, ceux parfois avec qui je travaillais depuis des années, et qui d'un seul coup ne me connaissaient plus. Bon, tout à fait étonnant. Hein. Bon, moi ça ne m'a pas posé de problème, mais c'est tout à fait curieux. Alors là où vraiment l'affrontement a été clair et net, c'est évidemment quand j'ai fait la comparaison entre nazisme et communisme. Alors là, c'était, pour énormément de gens, de gauche et de droite, c'était inacceptable. Et la notion de totalitarisme, évidemment, j'ai mis en avant la notion de totalitarisme, et énormément de gens refusaient cette notion. Et c'est d'ailleurs un des résultats positifs du livre noir en France, c'est que après le livre noir du communisme, 1 ou 2 ans après, le ministère de l'Éducation nationale a mis la question du totalitarisme au programme d'histoire des lycées. Donc à partir de ce moment-là, la question de la comparaison entre nazisme et communisme était autorisée officiellement. Donc ça, c'était une question importante, évidemment. What were the strongest attacks on the Black Book of Communism? You had reviews before this book came out, and reactions. Alors, ce qui est intéressant de noter, je crois, c'est que il y a eu très peu de critiques de nature historique sur le livre noir du communisme. Les adversaires du livre noir n'ont pas trouvé d'angle d'attaque historique. Ils auraient pu dire à telle page il y a une erreur, il y a une faute. Non, ils ne trouvaient rien. Bon, donc les attaques ont surtout été des attaques de nature politique ou d'orientation politique. Alors effectivement, on a eu droit à, avant même la sortie du livre, avant même qu'il soit imprimé, on a eu droit à une attaque du journal Le Monde. Mais il faut rappeler que le journal Le Monde, à cette date, en 1997, son rédacteur en chef, M. Edoui Plenel, était un vieux trotskiste. Alors évidemment, qu'on dise du mal de Staline, de Mao, de Pol Pot, ça c'était très bien, mais qu'on dise du mal de Lénine, alors ça, ce n'était pas acceptable. Donc le journal Le Monde a attaqué le livre avant même qu'il soit imprimé, et ensuite le livre est sorti un jeudi, et le samedi, le journal Le Monde a publié 2 pleines pages contre le livre, alors que le journaliste qui rendait compte alors ces 2 pleines pages parlaient de différentes choses sur le communisme, mais le journaliste qui devait faire le compte-rendu du livre avait reçu le livre la veille au soir, et il devait rendre le compte-rendu le lendemain à 8h du matin. Donc, vous voyez l'épaisseur du livre. Bon, donc tout ça n'était pas sérieux. Hein, et d'ailleurs, ça a été très contre-productif. Parce que quand Le Monde fait 2 pleines pages, les gens se disent « Oh, il se passe quelque chose ». Alors tout le monde s'est précipité pour acheter le livre. Sinon, ça a été des attaques. J'ai eu des confidences. Quand le livre est sorti, j'ai été interviewé par un jeune journaliste de radio. Et 1 an après, il est revenu m'interviewer. Aujourd'hui, celui qui était un jeune journaliste il y a 25 ans est devenu un journaliste très important, je ne dirai pas son nom, mais l'année suivante, il est venu me réinterviewer. Et là, il m'a dit, vous savez, quand le livre noir est sorti, il avait contacté les services du Parti communiste, en leur demandant comment ils réagissent. Et le Parti communiste, quelques jours après la sortie du livre, avait dit « Oh, ce livre, dans 8 jours, plus personne n'en parlera.
plus personne n'en parlera. Bon, on en parle encore 25 ans après. Who especially did not want such a book to appear? Ah bah, évidemment, les communistes. Hein. Les communistes étaient horrifiés par ce livre. Et c'est d'ailleurs très intéressant parce que moi, j'avais, de par mes travaux de longue date, j'avais des contacts avec beaucoup de vieux communistes. Bon. Et en particulier, j'avais un très bon ami qui avait eu des responsabilités très importantes au Parti communiste à Paris. Et puis, il avait quitté le parti vers 1980. Et il avait repris des études et je l'aidais beaucoup dans ses travaux, etc. Et puis, donc le livre sort en novembre, et puis décembre, janvier, février, mars, d'un seul coup. Alors évidemment, j'étais submergé de sollicitations avec les journaux, etc. Et puis quand ça s'est un petit peu calmé, d'un seul coup, j'ai pensé à lui. J'ai dit, mais c'est bizarre, il ne m'a pas appelé. Alors je l'ai appelé. Allô, Jean-Marie? Ouais. C'est Stéphane? Ouais. Il dit, ça va? Ouais. Je dis, écoute, Jean-Marie. Et alors là, je m'excuse de la grossièreté de ce que je vais dire, mais voilà ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, tu nous fous la merde. Je dis, pardon? Tu nous fous la merde. Je dis, écoute Jean-Marie, hein, tu te calmes, ou alors je vais raccrocher, bon, le téléphone. Et là, il m'a expliqué. Il était avec toute son équipe de direction, toute l'ancienne équipe de direction de la Fédération de Paris du Parti communiste. Donc vraiment quelque chose de très important. Ils avaient tous quitté le parti vers 1980, 81, 82, mais ils continuaient à se voir. Ils avaient une salle de réunion et ils discutaient politique, etc. Et il m'a dit, voilà, on se réunit régulièrement. Dans notre salle, on a un tableau. Vous savez, un tableau noir comme à l'école. Et on a lu ton livre. On a fait un trait au milieu, à gauche, tout ce qui était positif dans le communisme, à droite, tout ce qui était négatif. Et il m'a dit, dans la colonne positif, on ne peut plus rien mettre. et je me suis aperçu que plein de vieux communistes ont été littéralement, mais traumatisés par ce livre. Parce que, ça peut paraître bizarre, pour nous ça peut paraître bizarre, mais ces vieux communistes qui avaient consacré 20 ans, 30 ans, 40 ans de leur vie au parti, ils croyaient complètement, évidemment, à la propagande soviétique, etc. Cuba, tout ça, et même la merveilleuse Roumanie de Ceausescu. Et d'un seul coup, tout s'écroulait. Et donc, évidemment, ils se disaient, mais comment est-ce que j'ai pu consacrer 40 ans de ma vie à ça, c'est-à-dire un énorme système criminel? C'est pas possible. Donc vraiment, ils étaient tout à fait traumatisés. What does this book mean in terms of impact and success for sale? Ah ben, ça a été la très grande surprise. Parce que quand le livre est sorti, le jeudi 7 novembre 97, moi personnellement, j'ai considéré que voilà, j'avais fait mon travail et je n'allais plus entendre parler de ce livre. Hein, et d'ailleurs, l'éditeur m'avait prévenu, il m'avait dit nous avons imprimé 20 000 exemplaires et il m'a dit mais vous verrez, on ira jusqu'à 40 000. Mais le problème, c'est qu'au bout de 3 jours, les 20 000 exemplaires avaient été vendus. Donc, et au bout de 8 jours, les 40 000 exemplaires avaient été vendus. Et l'éditeur a été obligé de s'organiser sur le plan technique pour pouvoir imprimer 10 000 exemplaires par jour. 10 000 exemplaires par jour. Donc c'était un tsunami commercial. On n'avait pas compris qu'il y avait une énorme population qui attendait ce livre. Mais ça, on ne l'avait pas compris. Nous l'équipe des historiens,
nous, on a fait notre petit travail d'historien. Bon, on fait notre travail d'historien, et puis voilà, bon. Après, c'est à l'éditeur de s'occuper. Mais même l'éditeur, qui est un grand éditeur bien connu en France et à Paris, et en plus l'homme qui gérait le livre chez l'éditeur, M. Ronsac, qui avait à l'époque 90 ans, qui est un très grand professionnel, lui non plus, il n'avait pas senti, quand même, bon, imprimer à 20 000 exemplaires, c'était déjà un petit signal, mais il n'avait pas du tout imaginé que ça ferait 350 000 ou 400 000 exemplaires. Bon, donc voilà, c'est une totale surprise, hein, et bon, je pensais le 7 novembre 1997 au matin, pour moi, le livre noir, c'était terminé. Et vous voyez, on est le 21 novembre 2024 et le livre noir, ça continue. It is a book of justice, without a doubt. It is an ethical compass, ethical bussola. How far can a book do the justice? Alors, nous, quand on a fait ce livre, on l'a fait comme historien. Donc, on essaye de faire un récit aussi exact que possible, avec les archives, le plus d'archives possible, le plus de documents possible, pour rendre compte d'une réalité dont, il faut bien le dire, personne ne voulait parler. Bon, les communistes, évidemment, ne voulaient pas parler de ça, mais les gauchistes non plus, mais même les socialistes ne voulaient pas parler de ça, et à droite, bon, on ne s'occupe pas beaucoup d'histoire, donc voilà. Donc, nous, on a fait un travail d'histoire, et on a essayé de le faire le plus proprement possible. Alors, c'est vrai que dans mon chapitre d'introduction et dans mon chapitre de conclusion, j'ai essayé d'aller un peu plus loin que l'histoire proprement dite, c'est-à-dire une réflexion morale, une réflexion un peu philosophique sur qu'est-ce que ça signifie. Pourquoi cette idée communiste qui a paru merveilleuse à plein de gens a donné ce résultat abominable? Bon, ça c'est une vraie question. Et j'étais d'autant plus concerné que j'ai moi-même été militant maoïste pendant plusieurs années, donc je me posais moi-même la question, pourquoi est-ce que j'étais dans ce mouvement, hein? Donc voilà. Alors, cela dit, pour moi, le fait d'avoir été maoïste pendant des années, ça m'a été utile parce que j'ai vu le système de l'intérieur. Parce que les maoïstes fonctionnaient évidemment comme les trotskistes, comme les communistes orthodoxes. C'était exactement le logiciel léniniste. Hein? C'était le logiciel de Lénine. Donc, Donc, au moins, je connaissais ça de l'intérieur et, du coup, je pouvais mieux comprendre peut-être, parce que c'est un système tellement absurde, tellement invraisemblable, tellement criminel, que beaucoup de gens n'arrivent pas à l'imaginer. C'est un vrai problème, ça. Pour bien connaître quelque chose, il faut d'abord arriver à l'imaginer dans sa tête. Bon, et ensuite, pour mieux comprendre. C'est Raymond Aron qui disait, dans ses mémoires, Raymond Aron, qui connaissait très bien l'Allemagne nazie, il avait passé 1 an en Allemagne en 1933, il était juif, bien sûr. C'était un des plus brillants intellectuels français de la fin des années 30. Il réfléchissait déjà sur la question totalitaire. En 1940, il passe à Londres avec le général de Gaulle. Il devient le responsable de la revue de la France libre à Londres. Mais dans ses mémoires, il a écrit la chose suivante. Il a écrit « À Londres ». Qu'est-ce qu'on savait des camps de concentration nazis? Bien sûr, on savait que c'était très dur pour les prisonniers, mais il dit mais jamais je n'ai imaginé qu'on pouvait exterminer les gens en masse dans des camps d'extermination, et ne l'ayant jamais imaginé, je ne l'ai pas su. Et ça, je crois que c'est quelque chose c'est un phénomène psychologique très important. Si vous n'arrivez pas à imaginer quelque chose, quand l'information vous arrive,
vous n'arrivez pas à la croire, évidemment. Donc voilà, c'était... moi, au moins, de l'intérieur, j'avais compris certaines choses. Bon. Donc voilà, c'est un peu ça Mais bon, il est vrai que nous, on a fait un travail comme historien. Au départ, on n'a pas fait un travail de justice. Mais quand on a vu cet énorme public qui venait acheter le livre, alors c'est là qu'on a compris qu'on faisait un travail de justice. Parce que dans les salons du livre auxquels je participais, je voyais arriver plein de gens d'Europe centrale et orientale, plein de Vietnamiens, plein de Cambodgiens, etc. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire? Mais ils viennent réparer ce que les communistes ont fait, et c'est une très bonne idée des éditions Spandugino d'avoir mis le petit bandeau d'Anna Blandiana qui préside au mémorial de Siguet, où effectivement, quand on ne peut pas rendre justice, puisque tous les grands criminels sont morts, Staline, Molotov et tout ça, eh bien, le travail de mémoire et d'histoire peut rendre justice aux victimes. It is hard to be a communist, a revolutionary person. And who was Stéphane Courtois when he was a Maoist? When did he fall into, you said once, into the magic potion of communism? Oui, mais c'est la réalité. Parce que moi, en 1968, j'avais 20 ans, j'étais étudiant à l'université de Nanterre, et c'est de l'université de Nanterre qu'est parti tout le mouvement étudiant de 1968, avec des petits groupes d'étudiants révolutionnaires, bon, trotskistes, maoïstes. Et bon, j'ai été emporté par le courant d'une manière qui va vous paraître invraisemblable. En mai 68, il y avait des meetings à l'université avec le fameux Daniel Cohn-Bendit. Et lors d'un meeting, Cohn-Bendit parlait, il dit « Camarades, la fac de droit n'est pas occupée. Il faut que des camarades aillent occuper la faculté de droit. » Et moi, j'étais en droit à l'époque. Alors j'ai dit, bon, il faut que j'aille occuper. Alors je me suis retrouvé avec un autre, on était deux. On est allé à la faculté de droit, qui était fermée. Il n'y avait pas d'étudiants. Alors on a fait toc, toc, toc. Le gardien est arrivé. Oui, bonjour messieurs, qu'est-ce que c'est? Ah monsieur, nous venons occuper la faculté. Ah très bien, entrez. C'était complètement loufoque. Mais bon. Et puis voilà, c'est ce que j'appelle tomber dans la marmite de potions magiques révolutionnaires. Vous êtes entraîné, vous avez 20 ans, vous rêvez à toutes sortes de choses. Bon, il faut bien dire que la France de 1968 du général de Gaulle, la jeunesse s'ennuyait beaucoup, alors ça a fait une grande distraction. On a passé son mois de mai à aller courir dans les rues, à crier beaucoup, etc., etc. Bon, et puis, mais le problème, c'est que après, évidemment, les groupes révolutionnaires structurés sont venus chercher du personnel, voilà. Et je suis tombé dans un groupe très particulier qui était un groupe, ça va paraître bizarre, anarcho-maoïste. Alors, d'un côté, c'était stalinien et de l'autre côté, c'était anarchiste. And how was when you wake up from this situation? Oh, moi, j'ai quand même, j'ai pratiquement abandonné mes études et j'ai milité à plein temps, toute la journée, pendant plusieurs années, 68, 69, 70, 71, et une partie de 1972, donc presque 5 ans, et en partie, alors bien sûr, comme j'étais très actif, j'ai eu une promotion dans le groupe révolutionnaire, et donc on m'a demandé de tenir une grande librairie maoïste dans le centre de Paris, et j'ai tenu pendant 2 ans une très grande librairie maoïste où je diffusais toute la pensée révolutionnaire,
Alors, Lénine, Staline, Mao, Trotsky, Che Guevara, Castro, Kim Il-sung, Enver Hoxha, etc. Bon, Ho Chi Minh, enfin bon, plus tous les révolutionnaires sud-américains. Je diffusais même des manuels d'insurrection urbaine, bon, etc. Hein, c'était une période, il faut bien dire, un peu délirante. Bon, c'était comme ça. Hein. Et puis bon, petit à petit, il y a des doutes. Vous savez, quand vous êtes militant comme ça, vous êtes un croyant. Vous ne devez avoir aucun doute. Vous devez croire absolument tout ce qui vient du groupe révolutionnaire. Mais si à un moment donné, il y a une petite faille, alors ça, c'est un problème. Surtout que la petite faille peut devenir une énorme faille comme ça. Et c'est ce qui s'est produit. Il y a des informations qui sont arrivées sur la Chine. Il y a un monsieur qui a joué un rôle très important, c'est Simon Leys. Simon Leys, qui était un sinologue belge, qui vivait en Australie, etc., et qui, lui, était installé à Hong Kong. Et de Hong Kong, il voyait les grands désastres de la révolution culturelle. Bon. Et donc, en 1971, il a publié un livre qui s'appelait « Les habits neufs du président Mao », qui était une critique absolument ravageuse de la révolution culturelle, du maoïsme, etc. Et pour nous, c'était un choc parce que lui, au moins, il parlait le chinois, il comprenait le chinois et il donnait des informations très, très précises. Hein. Simon Leys. Et ça a été vraiment un... là, il a mis le doute. Il a mis le doute, c'est-à-dire que la croyance a commencé à s'effondrer. Et bien sûr, moi, bon, on a beau être militant, fanatique, on n'est pas forcément stupide. Bon, donc, il peut arriver qu'on réfléchisse. Encore que, vous savez, pratiquement, je peux vous dire que pendant 5 ans, de 1968 à 1972, je n'ai pratiquement lu aucun livre. J'étais jour et nuit dans ma librairie, etc. Et si je lisais, c'était un petit texte de Lénine ou un petit texte de Staline ou le petit livre rouge de Mao Tse-tung, bon, qui est un sommet de stupidité, il faut bien le dire. Bon. Donc voilà, on vivait dans une bulle et quand la bulle a crevé, alors bon. So from the small book, the little book, red book, yeah, to the black book of communism. Exact. Actually, now I'll put you the hidden question. It is said that the great confrontation, the great fights over communists is not between communist and anti-communist, but between communists and those like you, for example, who have turned against communism after initially being communist. Is this sentence fair? Is this sentence correct? En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que les communistes, que ce soit les communistes orthodoxes de Moscou ou les communistes trotskistes ou maoïstes, ils détestent beaucoup plus les ex-communistes qui ont connu le système de l'intérieur et qui le critiquent, qu'ils détestent les capitalistes. Bon, avec les capitalistes, ok, bon, c'est des ennemis, le sens de l'histoire fera que nous, les communistes, on gagnera un jour. Mais quand ils sont confrontés à des ex-communistes, alors pour eux, ce sont tout simplement des traîtres. C'est de la trahison. Et la trahison, ça mérite une balle dans la tête, c'est tout. Donc là, oui, c'est bien sûr. Parce que les non-communistes, ils ne peuvent pas contester les communistes sur leur terrain. Les non-communistes, ils n'ont pas lu Lénine, ils n'ont pas lu Staline, ils n'ont pas lu Mao, ils n'ont pas lu Marx. Bon. Tandis que les ex-communistes, ils ont lu Lénine, Staline, Mao. Et donc, là, il peut y avoir des discussions féroces sur la base de cette connaissance-là. Et les communistes, ceux qui sont toujours communistes, sont très embêtés d'avoir en face d'eux des gens qui connaissent tout le corpus communiste et qui peuvent le discuter en disant non, là vous avez tort, là vous racontez n'importe quoi, etc., etc. Hein, quand, par exemple, si
si des communistes me disent, surtout après le rapport secret de Khrouchtchev en 1956, si des communistes me disent Lénine était un grand démocrate, je vais leur dire attention, voilà les archives. Non, c'est pas un grand démocrate, c'est un homme qui donne les ordres de tuer plus, de pendre plus, de fusiller plus. Bon, donc voilà. Et là, ils sont très embêtés parce que... Alors, ce qu'il faut souligner, c'est que la plupart des historiens du communisme, dans les années 70-80, étaient d'ex-communistes ou d'ex-maoïstes, justement parce qu'ils voulaient comprendre... Moi, c'est pour ça que j'ai engagé des études sur le communisme, parce que finalement, quand j'ai quitté le communisme, je voulais finalement comprendre, mais finalement, qu'est-ce que c'était? Dans quel mouvement je m'étais engagé? Je n'en savais rien. Donc, il fallait... Et d'ailleurs... quasiment tous les co-auteurs du Livre Noir sont d'ex-communistes ou d'ex-trotskistes ou d'ex-maoïstes qui eux-mêmes, comme moi, à un moment donné, se sont posé la question. Mais dans quel mouvement on était? Alors, il faut chercher. Il faut devenir historien. Bon. Is there anything good, anything positive about communism in the Black Book of Communism? Is something positive here? About communism. I think it's impossible to say something positive. In French. Ah, pardon. je pense qu'il est presque impossible de dire quelque chose de positif sur le communisme, quel que soit le terrain. Si vous prenez le terrain économique, le communisme est un désastre. La définition même du communisme, c'est la suppression de la propriété privée. Très bien. Au bout de 74 ans de communisme soviétique, on a vu le résultat. Bon, et en Roumanie, après 40 ans, vous avez vu aussi le résultat. Si on prend le terrain politique, bon, c'est la terreur. Ces régimes ne peuvent pas fonctionner sans la terreur. Donc, voilà, c'est complètement antidémocratique. Donc voilà, on peut prendre n'importe quel point, c'est catastrophique. Bon, si on prend par exemple le terrain militaire, on voit très bien comment l'armée rouge a toujours mené ses guerres avec des massacres, des viols, etc. Bon, donc c'est désastreux. Donc voilà, sur le plan intellectuel, n'en parlons pas. Sur le plan intellectuel, qu'est-ce que l'URSS a produit en 74 années sur le plan intellectuel? Elle n'a produit... Les seules choses intéressantes qui ont été produites, ce sont ce que les intellectuels opposants au communisme ou critiques du communisme ont publié. Solzhenitsyn, Pasternak, Grossman, voilà. C'est tout. Donc voilà, c'est catastrophique sur toute la ligne. Il n'y a rien à sauver, malheureusement. Il n'y a rien à sauver. Et c'est d'ailleurs pour ça que mes vieux communistes parisiens dont je parlais tout à l'heure, quand ils ont lu le livre et puis qu'ils se sont retournés sur leur propre histoire, sur leur propre expérience, ils se sont aperçus qu'il n'y a rien à sauver. Hein. Donc voilà, même sur le plan social, puisque les communistes disent « nous sommes le parti des travailleurs ». Mais comment ont-ils traité les travailleurs? Au goulag? Bon, nous sommes le parti des paysans. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La collectivisation forcée? Le Holodomor en Ukraine? Bon, donc, et pire encore, nous sommes le parti de la nation cambodgienne. Résultat, au bout de 3 ans, M. Pol Pot a déjà assassiné le quart de la population. Qu'est-ce qu'on peut sauver? Rien. In the same way of the line of our conversation, a provocative question. Yes. Communism produced a hellish, a terrible reality and history. But was communism a bad idea or a good idea? Je pense... Or a stupid idea? Non, oui, alors c'est plutôt ça. Je pense que c'est plutôt une idée absurde. L'idée absurde vient de Marx. Bon, si on prend le manifeste du Parti communiste de 1848, la phrase principale de ce manifeste, c'est « Le communisme, c'est la suppression de la propriété privée ». Bon. Mais le problème, c'est que au moins depuis l'époque néolithique, c'est-à-dire 10 000 ans,
c'est la propriété privée qui fait progresser l'humanité. Bon, parce que un paysan, un esclave qui travaille sur une propriété, il va évidemment essayer d'en faire le moins possible, puisque ça le fatigue beaucoup et il n'a pas de rétribution. Bon, un paysan qui est propriétaire de son champ, il va travailler beaucoup parce que il sait qu'il va avoir une rétribution. Et plus il travaille, plus il travaille bien, plus il va avoir une bonne rétribution. C'est élémentaire. Bon, donc l'idée de base du communisme, c'est une idée utopique. C'est une idée utopique qui dans le champ de l'utopie, c'est une très belle idée. Bon, on supprime la propriété privée, c'est l'égalité générale, c'est Thomas More, Utopia 1516. Le problème, c'est que Thomas More, qui était un très grand intellectuel, ne s'est pas trompé. Quand il a intitulé son livre Utopie, en grec, utopos, c'est le lieu qui n'existe pas. Donc voilà, on rêve, on est dans les fantasmes, on est dans l'imagination, c'est très bien. Mais attention, pas dans la réalité. Le problème, c'est quand des gens comme Lénine, par exemple, décident de faire passer cette utopie dans la réalité. Bon, et à l'arrivée, il y a d'ailleurs un Cambodgien dont toute la famille a été exterminée et qui lui-même devait être assassiné et qui a réussi à s'évader. Bon, M. Pignataï, qui a publié en français son témoignage et qui s'intitule « L'utopie meurtrière ». L'utopie meurtrière, c'est tout à fait ça. Hein. Dès qu'on cherche à faire passer l'utopie dans la réalité, on tombe dans l'absurdité. Bon, et dans la catastrophe. Donc voilà. Donc on ne peut pas dire que l'idée est bonne ou mauvaise. C'est une idée absurde quelque part. C'est une idée qui peut avoir un sens dans un récit utopique, mais qui n'a aucun sens dans la réalité. Donc c'est ça le vrai problème du communisme. Alors, Marx, c'est un idéologue, mais c'est un idéologue qui ne fait pas réellement de politique. Il a fait un peu de politique en 1848-49 en Allemagne, et puis après, il est parti en Angleterre s'enfermer dans les bibliothèques et écrire des choses tout à fait absurdes sur l'économie. Mais bon, après tout, chacun est libre d'écrire ce qu'il veut. Hein, moi, je dis, bon, écrivez ce que vous voulez. Bon, le problème, c'est que... donc, c'est un idéologue, mais ça n'est pas un idéologue d'action. Alors que Lénine, c'est un idéologue pur et dur, mais un idéologue d'action. C'est-à-dire qui décide de faire passer son idéologie dans la réalité. On connaît le résultat. You said recently that starting at a certain point, Putin is starting to smoke the West, the people from the West. First, why are those in the West so easy to be smoked or to be smoked? Alors ça, j'ai effectivement utilisé cette expression que Poutine enfume les Occidentaux. C'est une expression un peu populaire, mais qui, je crois, est assez parlante. Bon, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que M. Poutine est un lieutenant-colonel du KGB. Il a été entièrement formé par le KGB à toutes les méthodes de mensonge, de provocation, de séduction aussi, de séduction, etc. Et donc, dès qu'il a été élu président de Russie en 2000, M. Poutine a commencé à tenir un discours vers les Occidentaux, qui était un discours, le discours que les Occidentaux voulaient entendre. Voilà, c'est ça le problème. Les Occidentaux voulaient entendre un discours très gentil, la Russie est très gentille, la Russie est une amie, la Russie va devenir démocratique, etc. Monsieur Poutine a fait de grands discours entre 2000 et 2006, il a fait de grands discours là-dessus. En 2001, il a été reçu au Bundestag en Allemagne, devant tout le Parlement allemand réuni, comme monsieur Poutine a été formé par le KGB à parler l'allemand parfaitement. Donc, il a fait un grand discours en allemand, ce qui a impressionné évidemment tous les députés, et il a été interrompu par des applaudissements 16 fois dans son discours, et à la fin,
il a eu droit à une standing ovation de tout le Parlement allemand debout. Bon, ça veut dire qu'il leur avait fait un discours qui plaisait beaucoup à leurs oreilles. Voilà. Hein. Surtout qu'il avait ajouté évidemment quelque chose d'intéressant pour les Allemands. Je vais vous vendre du gaz pas cher. Voilà, industriel allemand là. Hein? Écoutez-moi bien. Donc voilà, et on sait très bien qu'en Allemagne, les industriels jouent un rôle très important dans la politique aussi. Donc voilà. Et les Européens et les Occidentaux en général se sont laissés prendre à cette comédie. Hein? Le cas le plus extraordinaire, c'est le président américain, George W. Bush, qui, président des États-Unis, rencontre Poutine, président de Russie, pour la première fois. Et après cette rencontre, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « J'ai regardé cet homme dans les yeux, j'ai vu son âme, et je sais que c'est un homme à qui on peut faire une totale confiance. » Oh, oh, oh. Comment peut-on faire une totale confiance à un lieutenant-colonel du KGB? C'est absurde. Mais bon, voilà. Ce qui prouve que M. Poutine a été très bien formé au KGB. C'est un très bon acteur. Il perçoit très vite la psychologie de son adversaire. Comme vous le savez, il est ceinture noire de judo, donc il sait très bien comment il faut faire pour se servir de la faiblesse de son adversaire pour le faire tomber. Et donc voilà. Et puis d'un seul coup, en 2007, lors d'une réunion à Munich, M. Poutine, d'un seul coup, commence à abattre ses cartes et dire « Ah, je ne suis plus d'accord, attention », etc. 2008, il envahit la Géorgie, etc. Bon. Et puis ensuite, il commence son travail en Ukraine, et surtout à partir de 2013 avec le Maïdan à Kiev. Et là, il va commencer vraiment à préparer cette attaque sur l'Ukraine. I strongly believe that this book, Black Book of Communism, split our world in two parts, before the Black Book and after the Black Book of Communism. My last question is this one. Is the communist idea an idea for the future? Does this idea have a future? Je pense que le communisme n'a aucun avenir. Le problème, c'est qu'il y a toute une partie de la jeunesse qui ne connaît pas cette histoire et qui, comme nous en 1968, commence à rêver. Voilà. Alors, on ne rêve plus vraiment du communisme, mais on rêve, on a un nouveau type de rêve d'égalité. Hein, par exemple, toute cette réflexion tout à fait invraisemblable sur l'égalité entre les hommes et les femmes. On est presque en train de vous expliquer maintenant, c'est dramatique d'ailleurs, on explique à des jeunes de 10 ans, de 15 ans, oui alors, tu crois que tu es un garçon, mais en réalité tu n'es pas un garçon. Tu es une fille, mais en réalité tu n'es pas une fille. Donc alors ça c'est important parce que une des caractéristiques du communisme de Marx, et puis surtout du communisme de Lénine, c'est le volontarisme. C'est-à-dire, c'est d'ailleurs très nietzschéen, la volonté de puissance. Moi, j'ai une volonté de puissance et je vais imposer ça. Bon. Et on assiste en ce moment à un phénomène identique de volonté de puissance. Hein. Quelqu'un vous dit, voilà, tu es une fille, mais tu veux devenir un garçon. Bon, tant que ça reste dans ses idées, mais quand on passe à l'acte, parce que là c'est pareil, on va passer dans la réalité, et on a tout ce système actuel de transgenre qui est... C'est invraisemblable. Des jeunes de 15 ans, 16 ans, 17 ans se font opérer, des filles ou des garçons, pour changer de sexe, ce qui est absurde. On ne change pas de sexe. Le sexe est un phénomène naturel. Bon, et donc là, on est dans cette idée de toute puissance de l'individu. Hein. La nature n'existe plus, la morale n'existe plus, etc. Je fais ce que je veux. Voilà, c'est la liberté totale. Tout à fait absurde. Ça va provoquer des grandes catastrophes, bien sûr. Hein. Et ça commence d'ailleurs parce que j'ai vu que ce système de transgenre a commencé en Suède.
il y a des années, et que maintenant, ils sont en train de revenir complètement en arrière. Sauf que, une fois qu'un garçon a été opéré ou qu'une fille a été opérée, on ne peut pas revenir en arrière. Ça, ah oui, il fallait réfléchir avant. Donc voilà, c'est un problème carrément anthropologique, hein. C'est un problème anthropologique. Bon, depuis que le christianisme existe, il y a l'histoire d'Adam et Ève. Ça existait même avant. Bon, dans la Torah, ça existe dans toutes les sociétés antiques, il y avait ce principe binaire de l'homme et de la femme, bien entendu. Bon, et donc, alors, bien entendu, quand on a eu en France, par exemple, une ministre de la Justice qui a décidé d'imposer, par une loi, le mariage homosexuel. Bon, ce qui est une absurdité. On peut très bien faire une loi pour que les homosexuels aient un statut juridique sur le plan financier, etc. Mais le mariage... Alors, l'argument était, dans le Code civil de Napoléon, il n'a jamais été explicité que c'était un mariage entre un homme et une femme. Allez expliquer à Napoléon que c'est... il va vous mettre une fessée. Bon, donc voilà, on est effectivement dans un moment de pseudo-révolution anthropologique où on a des idées absurdes, comme la suppression de la propriété privée, qui arrivent. Et donc, bon, comment tout ça va se terminer ? Je n'en sais rien, je suis historien, je ne lis pas dans les boules de cristal, bon, mais c'est quand même assez inquiétant de voir une partie de la jeunesse qui est soumise à cette propagande, parce que c'est une propagande mensongère, et qui est soumise à cette propagande et qui finit par y croire, parce que il y a des jeunes qui sont un peu déboussolés, exactement comme moi j'étais déboussolé en 1968, et que je me suis engagé dans le premier courant qui passait, sans réfléchir. Bon, heureusement, au bout de quelques années, j'ai commencé à réfléchir. Thank you very much, Mr. Courtois, for this amazing book recently published by Spandugino Publishing House in a new edition. Thank you very much for this brilliant conversation and for your extraordinary presence. It was a very great pleasure for me. C'est moi. Merci beaucoup. Thank you very much. Bon.